Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, présidents de commission en particulier, mesdames et messieurs les représentants des partenaires sociaux et mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus locaux et mesdames et messieurs. Il est des rendez-vous cruciaux dans l'agenda politique du gouvernement. Il est des heures de vérité décisives et celle-ci en est une. Je le disais dès le discours de politique générale, les circonstances dans lesquelles ce gouvernement a été formé sont exceptionnelles, je veux dire exceptionnellement exigeantes, exceptionnellement difficiles. Et c'est une raison de plus pour ressaisir les énergies et affronter les obstacles. Car, à nos yeux, c'est de cette confrontation, de cette seule confrontation entre le réel, aussi incommode qu'il soit, et notre volonté, notre ambition pour la nation, c'est de cette seule confrontation que pourront naître les orientations d'avenir pour le pays. Je ne m'étendrai pas sur le labyrinthe des difficultés politiques. Le jour de la formation du gouvernement, le 23 décembre, il y a à peine 3 mois et demi, nous n'avions pas de majorité. Le gouvernement de Michel Barnier avait été renversé. Nous n'avions pas de budget pour l'action publique. Nous avions encore moins de budget pour l'action sociale. Et 84% des Français jugeaient que le gouvernement ne passerait pas le mois. Nous avions devant nous un parcours d'obstacles sans précédent, chacune des forces politiques présentant ses lignes rouges comme autant de menaces braquées sur toute avancée. Nous avons dû en 5 semaines surmonter 6 motions de censure pour parvenir à faire adopter les 2 budgets vitaux pour notre action, pour la capacité de la France, pour notre crédibilité comme nation et comme État. Nous avons ensuite fait adopter des textes importants, comme la loi d'orientation agricole, la loi d'urgence pour Mayotte, la loi sur le narcotrafic, en tout 21 textes différents. Mais pendant ces quelques semaines, l'ouragan en marche sur la planète depuis le 24 février 2022, date de l'agression contre l'Ukraine indépendante et souveraine de la Russie de Vladimir Poutine, l'une des armées les plus puissantes de la planète, cet ouragan s'est dramatiquement aggravé. La guerre ne s'est pas calmée, les exactions ont continué, la mort a frappé des milliers de civils et de militaires supplémentaires. À ses confins orientaux, l'Europe se sent menacée dans son intégrité. Mais surtout, comme si la guerre ne suffisait pas, un tsunami de déstabilisation est venu chambouler la planète. Ce tsunami est d'abord stratégique. Le monde ébahi a vécu en direct un renversement des alliances que nul ne pouvait imaginer. C'était comme dans une série télévisée, en direct du bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a intimé l'ordre à son allié agressé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, d'avoir à se rendre sans délai aux exigences de son agresseur, c'est-à-dire à renoncer à la liberté et à la souveraineté de son pays, sous la menace de se voir privé de toute aide militaire. Abandon et intimidation entre alliés. Les États-Unis étaient jusqu'à ce jour le pays pivot de l'Alliance des Nations libres. Il était le pays qui accueille sur son sol le siège des Nations Unies, était la première économie du monde, membre essentiel du Conseil de sécurité, garant du droit entre les nations, et que cette nation et cette puissance, un des socles de l'ordre mondial, puisse en un instant passer du côté des agresseurs, alors pour le monde qu'on disait libre, c'est un coup de théâtre, un coup de semonce qui ruine notre vision fondamentale du monde. Jusque-là, l'Occident, au sens le plus large du terme, le continent européen et le continent américain,
Du Canada à de grands pans de l'Amérique latine et leurs alliés en Asie, le Japon, la Corée du Sud, tous aussi différents qu'ils puissent être, étaient réunis autour de l'idée fondatrice des libertés et du droit. Et à leur tête, croyaient-ils, marchaient les États-Unis d'Amérique. C'est cette vision du monde qui s'est trouvée ruinée en un instant, dans l'espace de quelques semaines à peine. Et comme si cela ne suffisait pas, ce tremblement de terre, suivi de tant de dégâts géopolitiques et moraux, s'est doublé d'une réplique de terrible puissance, celle-là dans le domaine de l'économie, des échanges et du commerce. Le président des États-Unis a déclenché un cyclone dont les conséquences ne cesseront pas de sitôt. En donnant le signal de départ d'une guerre commerciale planétaire, sans avertissement, du jour au lendemain, frappant d'inimaginables droits de douane, d'abord ses concurrents chinois et très vite ses plus proches alliés, les obligeant à des mesures de rétorsion en elles-mêmes dangereuses, avant que se multiplient les volte-face imprévisibles, les allers et les retours, ce cyclone, en quelques jours, a jeté à bas le cadre même, les fondations et la charpente de notre vie économique mondiale. Les conséquences de cet épisode seront nécessairement de long terme, car, comme vous le savez, l'économie fonctionne sur deux principes, tous les deux atteints par la décision du président des États-Unis, la confiance dans un certain nombre de règles intangibles, connues de tous, et l'idée que le progrès économique traverse les frontières pour le mieux-être de tous, consommateurs et producteurs. Si ces deux principes sont respectés, l'avenir est relativement lisible, on peut anticiper, investir, prendre des risques. C'est cela qui s'est effondré, et la confiance qui considère que l'avenir est relativement garanti. Cette confiance, une fois jetée à terre par le cyclone, ne se reconstruit pas d'un claquement de doigts. Voilà le paysage désormais. Voilà le paysage tourmenté dans lequel se dresse la montagne de difficultés que notre pays doit affronter et à laquelle se heurtent les responsables politiques, majorité après majorité, alternance après alternance, gouvernement après gouvernement, sans, semble-t-il, jamais trouver de réponse. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien, et leur soutien ne viendra que de leur pleine information. Lénine et Trotsky, que je ne cite pas tous les jours, le disaient déjà avec la même formule, seule la vérité est révolutionnaire. Et quelqu'un dont je suis plus proche, Pierre Mendès France, qui s'adressant aux parlementaires en 1953, leur disait de la même manière ceci: parler le langage de la vérité, c'est le propre des véritables optimistes. Et je suis optimiste, moi qui pense que ce pays accepte la vérité, qu'il est prêt à prendre la résolution inflexible de guérir, et qu'alors il guérira. Nous devons, c'est l'objet de cette rencontre, mesurer la gravité de la situation en écartant comme nos pires ennemis la peur et la tentation du découragement. Ce temps de constat, loin d'être un frein à l'action, est donc dans mon esprit le temps de la mobilisation. Alors, si l'on veut prendre la mesure de la situation de notre pays telle que la ressentent les Français eux-mêmes, la première considération est celle du manque de moyens financiers auxquels nous sommes exposés, tant pour l'action publique que pour la vie personnelle. Pas assez de moyens pour les services publics, pas assez de ressources pour la vie personnelle ou la vie du foyer. La question qui se pose à nous est celle-ci: y a-t-il une explication certaine et que nous pourrions partager sur la réalité de cette situation? Et notre réponse est oui. La première explication est simple et pourtant trop souvent ignorée.
Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Si l'on veut mesurer ce déséquilibre, il est facile, vous l'avez sur vos écrans, il est facile de regarder la différence de production par habitant entre notre pays et ses principaux voisins de même niveau de développement. La ligne bleue, qui est désormais en bas de l'écran, c'est la production française. Et vous avez au-dessus toutes les autres productions qui sont nos principaux partenaires et nos principaux voisins. En rouge, c'est l'Allemagne. En vert, c'est l'Italie. Et tout en haut de la courbe, il y a les Pays-Bas et les États-Unis. Et vous voyez qu'au travers du temps, la différence s'agrandit, s'accuse. Le produit intérieur par habitant est inférieur en France à celui de l'Allemagne de 10 à 15% selon les années. Produit intérieur par habitant. Il est inférieur à celui des Pays-Bas de presque 25%. Il est inférieur à celui des États-Unis de 30%. Si notre production par habitant était dans la même gamme que celle de nos voisins européens, nous n'aurions pas de déficit budgétaire et nos concitoyens qui gagnent quelques 2 000 € par mois approcheraient les 2 500 € et cela changerait notre vie et la leur. Nous ne produisons pas assez et il n'y a aucune raison acceptable pour un tel retard. Il suffit d'examiner les résultats de notre commerce extérieur, qui va s'afficher maintenant sur vos écrans. En rouge, et vous voyez que c'est tous les ans de l'excédent, c'est l'Allemagne. En vert, devenu excédentaire, c'est nos voisins et amis italiens. En jaune, c'est nos voisins et amis espagnols. Et en bleu, constamment déficitaire, depuis au moins un quart de siècle, c'est la France. Nous sommes le seul pays de notre niveau dans l'Union européenne qui accumule un tel déficit commercial. En l'an 2000, la France avait un solde commercial équilibré et nous avons aujourd'hui un déficit commercial qui s'élève à 100 milliards par an. Naturellement, sur ces 100 milliards, 40 nous sont imposés parce que c'est notre déficit sur le poste des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Mais bien d'autres postes sont améliorables. Il est impératif de réduire nos dépendances agricoles, industrielles, intellectuelles, soit en produisant davantage ce que nous achetons, soit en modifiant nos modes de consommation. Par exemple, grand domaine d'action, le domaine de la décarbonation de nos usages, l'électrification, qui doit par exemple nous aider à réduire notre dépendance aux hydrocarbures importés. Le commerce extérieur, vous le voyez, offre de la crise de notre appareil productif une photographie cruelle. Et cette situation est d'autant plus paradoxale et d'autant plus insupportable que nous avons toutes les capacités de produire les réussites les plus exigeantes. Nous savons produire des fusées, nous savons produire des satellites, les meilleurs avions du monde, les hélicoptères, des navires, des sous-marins, des centrales nucléaires, des voitures de qualité, des trains remarquables. Nous avons des chercheurs et des entreprises de pointe dans le secteur de l'intelligence artificielle, des logiciels, de l'algorithmique, de la robotique, dans le domaine chimique ou pharmaceutique. Nous sommes leaders dans nombre de productions agricoles que le monde nous envie, les grands vins, les champagnes, les cognacs, les armagnacs, les spiritueux en général. Dans tous ces domaines de la production, nous maîtrisons le haut de la pyramide. Ce qui est le plus difficile, ce qui est inatteignable, et nous sommes presque totalement absents de la base des produits industriels et agricoles que consomment les Français. La politique de retour de la production et de réindustrialisation, si l'on veut s'y engager avec l'énergie nécessaire, doit devenir
une obsession pour notre nation tout entière et un principe d'organisation de notre économie. Et nous avons besoin, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, d'une Europe unie et puissante pour garantir que les conditions de production et de commerce seront un jour équitables, pour écarter le dumping systématique qui constitue une menace létale. Car si nous étions seuls dans le monde de ces puissances sans scrupules, nous serions réduits à la dernière impuissance. Nous sommes aussi, avec nos productions, une puissance exportatrice, et l'on voit comme les dernières crispations sont pour nous menaçantes. Parmi les domaines qui commandent la production, il y a le travail. Et une nouvelle courbe s'affiche sur vos écrans. Le travail n'est pas pour nous seulement un facteur de production. Il est aussi et autant facteur d'équilibre et d'épanouissement personnel. Mais du point de vue de la société, l'exclusion du travail est un malheur. Et cette exclusion, si vous regardez bien la courbe et la courbe bleue, cette exclusion, elle se concentre sur les plus jeunes, sur les juniors, et sur les plus âgés du monde du travail, sur les seniors. Les jeunes Français travaillent beaucoup moins le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens, et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. C'est l'explication brute du taux d'emploi qui est faible chez les travailleurs français. Voilà la première série d'explications. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. La deuxième grande série d'explications de nos difficultés est que nous n'avons pas assez de ressources parce que nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Le schéma qui s'affiche sur vos écrans, c'est en bleu la courbe de nos recettes et en vert la courbe des dépenses du pays. Et l'espace entre les deux, assuré, c'est la croissance constante du déficit du pays. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public, 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. Entre les deux, c'est le déficit. Et pourtant, la France est loin d'être au sommet du classement des pays de l'OCDE pour le niveau de vie. Nous ne sommes que 16e pour le PIB par tête en 2022. Pour le taux de chômage, nous sommes en 30e position. Pour les inégalités, nous sommes en 12e position. Or, une politique de rééquilibrage des dépenses publiques, politique à nos yeux nécessaire, est possible, comme le montrent les comparaisons internationales. Beaucoup de pays plus développés que nous, du point de vue de l'épanouissement de leurs citoyens, de l'éducation, de la santé, ont fortement réduit leurs dépenses publiques lorsqu'elles ont été menacées de déséquilibre. Le Canada, la Suède, les Pays-Bas, qui ne sont pas réputés pour être des pays où les citoyens sont abandonnés, ont réussi à les maîtriser alors qu'elles ne cessaient d'augmenter chez nous. Et ce qui est frappant, ce qui est terrible, c'est que les habitants de ces pays où les efforts de rééquilibrage ont été conduits sont précisément ceux qui se déclarent les plus heureux dans les comparaisons internationales. Alors que 64% des Français dans un sondage récent s'affirment pessimistes pour leur propre avenir et que 84% d'entre eux, même 87% dans certaines enquêtes, s'affirment pessimistes pour l'avenir du pays et notamment l'avenir économique du pays. Dépenses publiques maximales, morale minimale. Ce constat a une signification précise. L'excès de dépenses publiques ne fait pas le bonheur des peuples. Nos dépenses sont les plus lourdes de tous les pays du monde, mais elles n'ont pas l'efficacité à laquelle nos concitoyens devraient avoir droit. Pour parler simplement, ils n'en ont pas pour leur argent. Alors, comment rééquilibrer ? Deux solutions de facilité, à mon avis, doivent être écartées. Elles ne peuvent plus être choisies parce qu'elles sont intenables.
La première solution serait de penser que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. En 2024, le taux de prélèvement obligatoire s'établit à près de 43% du produit intérieur. Les prélèvements en Allemagne sont autour de 6 points de moins. Et si nous choisissions de continuer à augmenter ces prélèvements, c'est notre pays qui, au bout du compte, en souffrirait parce que c'est devenu une loi presque universelle. Plus l'impôt est lourd, plus les contribuables se dérobent et moins les investisseurs s'engagent. La deuxième solution de facilité serait d'emprunter. Et c'est ce que nous faisons depuis des décennies. Nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'une situation de surendettement. La comparaison avec notre voisin allemand est à cet égard très frappante. Vous avez la courbe sous les yeux. Elle part des années 2000 et l'endettement de la France et l'endettement de l'Allemagne sont au même niveau et même légèrement supérieur pour l'endettement de l'Allemagne qui a vécu 10 ans avant sa réunification. Nous avions à cette époque une dette du même niveau de l'ordre de 60% du produit intérieur. Et puis les trajectoires ont gravement divergé il y a 25 ans, ce qui veut dire que toutes les majorités, sensibilités politiques ou presque, en tout cas ayant exercé le gouvernement, ont leur part dans l'évolution de cette courbe qui est quasiment ininterrompue. Aujourd'hui, la dette de l'Allemagne se trouve toujours à ce niveau de 60% du produit intérieur brut, même si on peut penser qu'avec la formation du gouvernement et les annonces qui ont été faites, elle va largement augmenter, mais il se trouve toujours au niveau de 60% du PIB, alors qu'en France, elle a dépassé 110%, 3 300 milliards d'euros exactement. Alors qu'est-ce que c'est 3 300 milliards d'euros ? C'est plus d'une année de la totalité de ce que le pays a produit dans toutes ses activités agricoles, industrielles, intellectuelles, dans la santé, dans le soin. Et c'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. C'est ça, l'endettement que nous avons laissé s'accumuler au travers du temps. J'ai l'impression de revivre des combats anciens. Or, plus notre dette s'accroît dans un contexte où les taux d'intérêt progressent, plus le remboursement de cette dette pèse dans notre budget annuel. Notre dette pèse de plus en plus lourd dans le budget, ce qui fait que toutes nos marges de manœuvre, notre capacité d'action ne cesse de se réduire. La charge de la dette, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses des administrations publiques consacrées au paiement des intérêts de cette dette, est cette année de 62 milliards, c'est-à-dire d'ores et déjà similaire au montant des crédits consacrés à notre défense, qui est de 62 milliards exactement, ou à l'éducation hors pension de retraite, qui est de 63 milliards. Et c'est la balance que vous avez sous les yeux, 63 milliards pour l'éducation, 62 milliards pour la charge de la dette. Or, ce budget, cette charge de la dette, est partie presque inexorablement pour atteindre 100 milliards d'euros en 2029, dans 3 ou 4 ans. Eh bien, pour nous, cette fatalité du surendettement est inacceptable, non pas parce qu'elle ne serait pas agréable ou tolérable, mais au sens plein du mot. Elle est inacceptable parce que nous ne pourrons pas en supporter durablement la charge. À l'heure où le contexte géopolitique devrait nous obliger à investir dans notre défense ou dans notre recherche, nous ne pouvons pas nous saigner aux 4 veines chaque année pour rembourser nos dettes passées
plutôt que de préparer l'avenir. Une telle situation menace gravement notre indépendance. Il suffit de songer que tout abaissement de la notation de la dette de la France par les agences dont vous connaissez maintenant tous le nom, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, tout abaissement de la note de la France entraînerait une augmentation des taux d'intérêt et donc une augmentation plus forte encore de la charge de remboursement que cette dette impose au pays. C'est un cercle vicieux, c'est un piège dangereux, potentiellement irréversible, un piège dangereux, potentiellement irréversible, qu'il convient d'identifier et dont nous devons partager la connaissance avec les Français. Ce risque est politiquement insoutenable, mais plus profondément encore à mes yeux, il est moralement inacceptable. Quand on parle de morale en politique, on juge souvent les conséquences présentes des actions menées par les responsables politiques, mais on devrait aussi juger les conséquences futures de leurs actions. Car la responsabilité de toute femme ou de tout homme politique s'étend aux générations à venir. La question devant nous est très simple, voulons-nous leur transmettre un héritage grevé de dettes? Il y a une grande différence dans le statut de l'héritage personnel et le statut de l'héritage d'une nation. Quand vous héritez à titre personnel d'un patrimoine trop endetté, vous avez toujours la possibilité d'y renoncer. C'est la loi qui régit les héritages familiaux. Mais l'héritage national, il n'est pas récusable. Les salariés d'aujourd'hui, qui sont en première ligne dans cette charge de la dette, pas plus que nos enfants ou nos petits-enfants, n'auront aucune possibilité de refuser la charge que la nation leur aura laissée. Et il est moralement insoutenable de faire supporter aux générations de travailleurs actuels et futurs nos dépenses de tous les jours. Je dis souvent que si cette réalité était dans la conscience de nos concitoyens, les plus jeunes des Français seraient dans la rue pour manifester contre les responsables qui leur laissent une charge aussi lourde et qui grèvera leur action dans les décennies qui viennent. Et pourtant, il y a une bonne dette à côté d'une mauvaise. La dette, légitime et utile, c'est celle qui permet de financer des investissements porteurs d'avenir, des écoles, des universités, des voies de chemin de fer. Mais ce n'est pas cette dette que nous avons privilégiée. Nous aurions dû investir dans la recherche et dans l'innovation. Nous avons préféré la dette de facilité, qui finance le train de vie quotidien, nos feuilles de maladie d'aujourd'hui, les déficits de fonctionnement et les dépenses courantes. Si nous avons les yeux ouverts, alors nous devons constater qu'en fait, nous n'avons pas le choix et que nous devons agir. Nous devons agir avec résolution, mais aussi dans le respect de ce que nous sommes, de notre modèle social et de notre République décentralisée. Nous devons agir pour garantir la survie de notre modèle social, modèle unique de solidarité qui se décline aussi bien dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'emploi. Notre modèle social, c'est une part de notre identité française. Chaque Français sait, c'est un modèle unique au monde, qu'il peut compter sur ses concitoyens, sur ses voisins au sens large, pour faire face aux accidents de la vie. Enfants, adolescents, actifs, retraités, chômeurs, à tout âge de la vie, la solidarité nationale s'exerce. Et elle s'exprime dans tous les champs de la vie, dans la sphère familiale aussi bien que dans la sphère professionnelle. C'est notre modèle de société qui est inséparable de notre modèle national depuis le Conseil national de la résistance. Mais nous savons aussi que notre système doit connaître des évolutions, doit accepter des évolutions et même des révolutions afin d'affronter le plus grave des défis à venir, le défi démographique, l'effondrement de la natalité, le vieillissement de notre population, nous obligeront à ajuster et même à réinventer notre système de protection collective, qui repose en fait sur une nécessité, une pyramide des âges équilibrée.
afin de garantir la pérennité et la générosité de notre contrat social. Et nous devons également agir en restant fidèles à notre organisation décentralisée, en préservant l'autonomie des collectivités locales. Ce sont elles qui portent une grande part de l'investissement de notre pays, beaucoup plus que l'État. 70% de l'investissement en France est porté par les collectivités locales. Le bâtiment, les travaux publics, l'équipement de nos villes, l'implantation d'entreprises, le soutien aux associations. Sans la présence active des collectivités, tous ces secteurs d'activité, tous ces secteurs essentiels de notre tissu social et économique ne pourraient résister. Et elles se révèlent, ces collectivités, d'autant plus indispensables aujourd'hui que de très nombreux enjeux sont territoriaux. Je pense à la santé notamment, à la question urgente des déserts médicaux sur lesquels le gouvernement travaille pour apporter, avant la fin avril, des réponses efficaces, immédiates et concrètes. Je pourrais aussi citer, bien sûr, le logement ou les transports. Et tous ces secteurs d'activité sont en réalité les lignes de bataille de la défense du premier terme de notre devise nationale, l'égalité, mais aussi du troisième, la fraternité, car c'est la cohésion nationale qui est en jeu. C'est dans ce cadre, en prenant appui sur la prise de conscience des citoyens de la réalité de la situation du pays, que le gouvernement choisit les 4 orientations de son action, qui seront, pour reprendre l'image de l'Himalaya, 4 voies d'ascension. Premièrement, notre indépendance en matière de sécurité et de défense. Nous ne pouvons pas être pris en défaut du point de vue de notre sécurité. Devant le gigantesque effort d'armement de la Russie, le gigantesque effort d'armement de la Chine, le pas de côté des États-Unis, dotés de la première armée au monde, mais ne considérant plus que l'Europe soit pour l'avenir leur priorité de défense, l'Union européenne a le devoir impérieux de construire une défense autonome. Cette défense autonome doit être le résultat d'un immense effort partagé, nécessaire de la part des autres pays européens qui étaient sans doute moins habitués que nous ne le sommes. Et d'abord de nos partenaires allemands qui se sont engagés résolument dans cette voie avec la formation de leur nouveau gouvernement, mais aussi d'un effort français renforcé. Le gouvernement affirme donc ses choix pour répondre à l'effort nécessaire. Respecter les engagements pris dans le cadre de la loi de programmation, 50,4 milliards cette année. Prendre notre part de la remise à niveau en tenant compte des efforts que la France a déjà consentis, par exemple pour notre force de dissuasion, ce qui signifiera sans doute un effort de quelques 3 milliards supplémentaires l'année prochaine. Être présent au rendez-vous de la garantie de sécurité de nos alliés ukrainiens si un accord équilibré venait à être signé, ce qui, je vous l'accorde, est loin d'être garanti. Cette question de la sécurité collective est un défi. Notre continent tout entier, à la seule exception de la France, s'en était remis pour sa sécurité aux États-Unis, les yeux fermés. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est, et combien les avertissements du général de Gaulle sur le « tout peut arriver » étaient fondés. Il est de notre responsabilité de faire face. Comme dans l'histoire, la France, hélas, n'a pas su le faire à temps dans les années 30. Et comme au contraire, elle l'assuma dans les années 60. À chaque génération, son rendez-vous d'indépendance et de sécurité pour notre pays, mais cette fois l'échelle est celle de l'Union européenne tout entière. Deuxième choix, le refus du surendettement. La trajectoire budgétaire définie pour 2025 et 2026, un peu théoriquement, doit être maintenue, en gardant l'objectif d'un retour aux 3% de déficit en 2029. Contrairement à ce que l'on a beaucoup entendu dire, ce chiffre des 3% n'est pas un chiffre au doigt mouillé. 3% de déficit, c'est le seuil en deçà duquel la dette n'augmente plus. J'avoue qu'on pourrait trouver des centièmes ou des dixièmes de différence entre 3 et 2,6 ou 2,7,
Mais 3%, c'est un seuil d'indépendance. Or, nous avons déjà réussi à baisser nos déficits dans des domaines cruciaux. Le tableau que vous avez sous les yeux, c'est la baisse des dépenses sociales dans les années de 2017 à 2019. Et si vous regardez bien, nous étions remontés des profondeurs pour repasser la barre des 3% de déficit et se rapprocher de l'équilibre. Vous avez cela, c'est le bâton le plus court avant la plongée du Covid. Et la succession des crises, celles que nous évoquons, la crise sociale des Gilets jaunes, la crise sanitaire du Covid, la crise géopolitique liée à la guerre d'Ukraine et la crise de confiance stratégique, industrielle et commerciale dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, tout cela nous a fait perdre pied et nous devons nous rétablir. Troisième choix, la refondation de l'action publique. Nous ne pouvons pas accepter que la France soit le pays où l'on dépense le plus d'argent public, où l'on prélève le plus d'impôts et de taxes diverses et de cotisations, et que pourtant les Français s'accordent unanimement à constater que l'action publique ne marche pas. Pour beaucoup d'entre eux, la frontière entre action et inaction publique est devenue trouble. Le gouvernement a donc engagé une véritable remise à plat des missions et des budgets de nos administrations. Le 21 février dernier, j'ai réuni tous les ministres, tous les directeurs d'administration centrale, des représentants des préfets de régions et de départements, et nous avons lancé la première étape de cette refondation de l'action publique, demander à chaque administration une formulation claire des missions dont elle a la charge, afin que puisse être vérifiée la pertinence de ces missions et identifier les doublons et les redondances. L'étape suivante sera celle de l'évaluation de l'exécution de ces missions, et c'est pourquoi j'ai décidé de transmettre ce document des missions de l'État définies par l'État, de transmettre ce document pour appréciation aux commissions parlementaires. Enfin, quatrième choix, les trois premiers ne seront pas suivis d'effet si nous ne garantissons pas la vitalité économique de notre pays. La bonne santé de notre société passe par des choix politiques qui encouragent et aident l'activité économique pour que la France soit une terre attractive d'investissement, d'emploi, tournée vers l'innovation et la production. Depuis 2017, notre pays a réussi à retrouver un élan. Nous avions perdu en 20 ans 900 000 emplois industriels. 130 000 ont été recréés les dernières années. Notre industrie a su se renouveler et s'emparer des sujets d'avenir en prenant en compte les défis écologiques. Cela passe par l'innovation et nous avons vérifié la semaine dernière que dans le cadre du programme d'investissement France 2030, 15 milliards allaient pouvoir financer les projets innovants. Cela passe par la simplification. Ni l'administration, ni la bureaucratie, ni les normes ne devraient constituer des obstacles à l'initiative économique. Ce travail de levée d'obstacles, nous allons le conduire avec les intéressés eux-mêmes, entreprises, artisans, familles. Cela passe aussi par la formation aux métiers d'avenir et l'acquisition et le renforcement des compétences. Je sais très bien que le contexte actuel est difficile pour de nombreuses entreprises, de nombreux sites, de nombreux emplois. Nous vérifions tous les jours que le protectionnisme américain risque de nous faire perdre des débouchés. Il les fait aussi perdre à la Chine, qui dès lors risque de se réorienter avec puissance, parfois agressivité, vers le marché européen. Sans parler des prix de l'énergie qui sont nettement plus élevés chez nous que sur d'autres continents. La question première est celle de la reconstitution de notre base productive, du redressement de nos productions, industrie, énergie, agriculture, j'ajoute création intellectuelle, filière par filière. Et c'est un défi de plus en plus difficile à relever sans doute, mais de plus en plus nécessaire. J'ai la conviction que la démocratie sociale doit prendre sa part dans la résolution de ces problèmes. L'exigence de redressement du pays doit se faire avec un sentiment de justice
qui garantissent l'adhésion de tous. C'est toute notre société qui doit participer au mouvement nécessaire pour regagner notre indépendance et notre souveraineté. L'exercice de vérité que nous faisons ce matin ensemble est essentiel, ou devrais-je dire l'épreuve de vérité, tant les constats dressés nous font prendre conscience des déséquilibres que notre pays traîne depuis des décennies. Ces constats et ces déséquilibres, ils sont objectifs. Aucun des éléments que nous avons partagés, aucun des chiffres avancés n'est une opinion ou une interprétation. Ils sont des faits. Tous sont officiels et contrôlables. Ils sont le constat de notre situation même. C'est pourquoi nous abordons ce constat et nous exprimons cette détermination avec, je vous l'assure, humilité. Nous avons une conscience aiguë de la difficulté de la situation, mais il serait lâche et irresponsable de fermer les yeux, de pousser la poussière sous le tapis, de faire semblant. Ce n'est pas notre choix. J'ajoute donc qu'aucun gouvernement, ni le nôtre, ni ceux qui viendront après nous, ne pourra éluder cette question. C'est de la survie de notre pays qu'il s'agit, de son indépendance, de sa liberté, de son équilibre et de sa paix civile. Et c'est pourquoi, c'est à quoi, mesdames et messieurs, nous avons décidé de ne pas manquer. Enfin, une dernière conviction. Tous ces défis, sans exception, nous pouvons les relever. Les capacités de notre nation, elles sont plus puissantes qu'aucune de celles des pays qui nous entourent et qui sont nos partenaires. Il y a des continents d'énergie qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il suffit que nous les libérions et que nous nous libérions des pesanteurs et des entraves qui nous emprisonnent. C'est ce mouvement de libération que nous avons entrepris ensemble ce matin. Un mot enfin du calendrier. Ce que nous avons ce matin pris ensemble, c'est les éléments d'un diagnostic sur la sécurité du pays. Ce diagnostic doit nous permettre, dans les semaines et les mois qui viennent, de proposer des orientations et des solutions sur lesquelles, naturellement, nous serons jugés. Vous connaissez le calendrier habituel de la préparation des budgets. Le calendrier habituel, c'est septembre. C'est en septembre que sont révélées les exigences, parfois les obstacles et les difficultés que l'examen du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat va permettre de mettre en évidence. Nous avons décidé d'aller plus vite, de prendre les devants, de choisir un calendrier beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus exigeant. Ce calendrier il va permettre de rassembler toutes les contributions, toutes les suggestions, toutes les consultations pendant quelques semaines autour de l'avenir et des choix que nous allons devoir faire. Notre but, c'est que ces grandes orientations et ces grands choix soient proposés avant les vacances, avant le 14 juillet. Que nous ayons pu auparavant réunir tous ceux qui doivent prendre leur part, que les travaux engagés se poursuivent et que nous puissions avoir une vision plus juste et plus nette des solutions, des possibilités, des opportunités, comme on dit en mauvais français, qui se présenteront devant nous. C'est un travail tout à fait considérable, mais c'est un travail dont nous considérons qu'il est, pour notre pays, au sens propre, vital. Je vous remercie.